Alors, bonjour tout le monde. Premièrement, je commencerai en disant que j'ai écouté la réponse du premier ministre François Legault tantôt au sujet de la fermeture des entrepôts d'Amazon. On parle de 1800 emplois qui sont touchés. Et je pense qu'au Québec, on mérite mieux que des blagues sur le hockey et le jus d'orange dans des circonstances comme celle-là. Première observation. Deuxième observation, ça ressemble étrangement à ce que la ministre Duranceau a fait hier. Devant une hausse quand même historique là, sur les loyers, elle ne donne pas d'entrevue. Elle passe à côté du sujet. Et ce qu'on observe donc depuis le début de l'année, c'est que ce que François Legault veut, c'est de faire diversion en gardant le silence sur ce qui se passe au Québec, sur les décisions prises par ce gouvernement-là, sur l'impact de coupures liées à leur mauvaise gestion des finances publiques, des coupures qui affectent les Québécoises et les Québécois. Donc, tout ça dans le but de nous faire oublier une gestion désastreuse. On va nous parler uniquement des États-Unis, des tarifs, en positionnant François Legault le mieux possible. Nous, on pense qu'il ne faut pas que ce qui se passe aux États-Unis, bien qu'on le prenne très au sérieux, serve de paravent pour un gouvernement qui se défile et qui ne rend pas des comptes sur ce qu'il y a d'essentiel dans la gestion gouvernementale au Québec. France-Hélène Duranceau ne peut pas décliner des entrevues sur le fait que les gens ont plus les moyens de se payer un logement. Christian Dubé ne peut pas continuer à se cacher derrière Santé Québec lorsqu'il s'agit de coupures d'1,5 milliard et qu'il y a une moitié du 1,5 milliard, on n'a aucune idée comment y arriver. Et lorsqu'on sait que les coupures ont déjà des impacts sur les services, des gens en porte-à-porte qu'on a rencontrés dans Terrebonne qui disent « J'aurais voulu être traité plus tôt pour mon cancer, maintenant j'ai des métastases. » J'ai vécu ça en porte-à-porte à Terrebonne. Bernard Drinville n'est pas exempté de justifier le sommet de nombre d'enseignements non légalement qualifiés en Outaouais. On ne peut pas juste parler de tarifs dans ces circonstances-là. Le gouvernement ne peut pas non plus être silencieux lorsque les 18 à 24 ans ont des problèmes très sérieux de santé mentale. Près d'une fille sur 5 s'est fait prescrire des antidépresseurs en 2023. Donc oui, les tarifs, c'est important, puis c'est une question économique qui est importante, mais il y a d'autres sujets importants. Il faut rappeler donc aux Québécois que la CAQ a la responsabilité de toute la gestion des questions importantes pour les Québécoises et les Québécois. Elle n'est pas libérée de ses responsabilités. Les Québécois n'ont pas besoin d'une chorégraphie autour d'un sentiment d'insécurité qu'on cherche à gonfler par tous les moyens. Et la crise aux États-Unis ne devrait pas servir d'excuse à la CAQ. Et si vraiment François Legault a à cœur de protéger les Québécoises et les Québécois, bien, nous, on suggère que c'est le temps de protéger ceux qui ont besoin de soins de santé, puis ceux qui ont besoin d'éducation. Puis quand j'en reviens à ce qui se passe à Amazon, les familles des 1800 travailleurs là, qui doivent composer avec cette nouvelle-là ce matin, je ne pense pas qu'ils sont rassurés ni protégés par un premier ministre qui leur parle du score de hockey entre les Lightning et le Canadien hier, puis sur le fait qu'ils boivent ou non du jus d'orange. Alors, pendant que le premier ministre vous parle de jus d'orange et de hockey, voici ce que nous, on a fait comme travail dans les derniers 24 heures. Sur l'enjeu des tarifs, comme je l'exprimais hier, il faut comprendre avec honnêteté intellectuelle ce qu'est la position des États-Unis en ce moment. Point de départ, lire le document. Donc, l'administration Trump a déjà publié un document sur ses orientations en termes de commerce international et ça s'appelle « America First Trade Policy ». Si on prend la peine de lire ce document-là, ce que dit le document, en gros, c'est que la question du fentanyl est au cœur des préoccupations des Américains. Ce qui est marqué, c'est « Assess », donc il y a un comité qui est formé, puis là, je vais ensuite le traduire, « Assess the unlawful migration and fentanyl flows from Canada » and recommend appropriate trade and national security measures to resolve that emergency. Donc, il y a un comité en place et ça dit qu'on a jusqu'au 1er avril 2025 pour donner au président l'état des lieux et les recommandations par rapport à ce qui préoccupe cette administration-là, c'est-à-dire l'immigration illégale à la frontière et le fentanyl à la frontière. Première question qu'on devrait se poser, est-ce qu'ils ont raison de nous reprocher ça? Oui ou non? Et ça, c'est une question de fait. On
On peut apprécier ou non l'administration Trump. Étudions les faits. Sur l'immigration, comme sur le fentanyl, je pense que les Américains ont raison. On a été des mauvais voisins et nous, ça fait des années qu'on parle du laxisme de ces questions-là qui sont gérées par le Canada. Sur la drogue là, et le fentanyl, au Québec, il y a eu 600 morts de surdose l'an dernier au Québec, incluant là, une large proportion de décès liés au fentanyl. Ça se passe chez nous, ça se passe chez eux. Et oui, la frontière est poreuse à ce niveau-là. Donc, on a autant intérêt au Québec que du côté américain de s'attaquer au fentanyl puis aux drogues. Qu'est-ce qu'on peut faire en ce sens-là? Bien, on peut durcir les peines pour les trafiquants et les fabricants. Donc, en ce moment, le droit criminel canadien, parce que c'est une compétence fédérale, il est laxiste. On pourrait durcir ce que le Code criminel dit. Mais surtout, nous, on propose depuis quand même un bon moment d'augmenter les effectifs à la frontière, au point de passage, qui sont des passoires. On l'avait fait en 2022 sur les armes à feu. Parce qu'un problème pour nous, c'est que les armes à feu américaines traversent cette frontière poreuse, ce qui crée une prolifération des armes à feu, notamment à Montréal. Mais c'est vrai également pour le fentanyl dans l'autre sens. Donc, on réitère ce qu'on a déjà proposé bien avant Donald Trump, le retour de Donald Trump, c'est-à-dire une escouade policière spéciale pour patrouiller les endroits les plus à risque à la frontière, pas juste sur le fentanyl, les armes à feu et d'autres. Et ça inclut Akwesasne. Il va falloir le dire, là. Akwesasne, plus qu'ailleurs sur la frontière, est un lieu pour les passeurs criminels de tout acabit. Et ça inclut aussi la traite de personnes qui décèdent. Ça a été rapporté régulièrement, c'est arrivé, des gens qui meurent en tentant de passer vers les États-Unis ou l'inverse. Mais c'est vrai pour le fentanyl, c'est vrai pour les armes à feu. Le Canada n'a pas été un bon voisin, puis le fédéral a été incompétent. On n'est pas obligé d'être incompétent au Québec. Et nous, on pense qu'on ferait mieux de démontrer qu'on est des bons partenaires aux États-Unis en étant proactifs sur ces questions-là. On a ces propositions-là. Sur l'immigration, le Québec parle de surveiller davantage sa frontière. Le premier ministre a parlé d'envoyer la SQ. Rappelez-vous que c'est le Parti québécois, dans le cadre du chemin Roxham, qui a soulevé cette idée-là. Puis on a fait rire de nous à l'époque. Là, en ce moment, il y a quelques mesures, mais pas juste pour le chemin Roxham, là, pour tenter de pallier à tout ce qui se passe dans l'entièreté de la frontière, qui est quand même très grande. Donc, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut proposer aux Américains du point de vue québécois pour démontrer que le Québec, lui, prend ses responsabilités, puis que lorsque les Américains nous amènent des problèmes parce qu'on est laxiste, on propose des solutions malgré l'incompétence du fédéral? Une incompétence fédérale qui, non seulement sur les drogues, le code criminel et la frontière, mais une incompétence fédérale à l'aéroport de Montréal, puis au port de Montréal, quant à l'emprise du crime organisé, la facilité à passer du matériel. Moi, je pense qu'il faut se positionner, pas parce qu'on pense qu'on a la certitude qu'il n'y aura pas de tarifs, mais plus on travaille à minimiser ces tarifs-là, à les éviter, en démontrant qu'on est un partenaire qui se distingue positivement, à mon avis, mieux c'est pour le Québec. Deuxième point, vous constaterez quand même que la tactique de la CAQ à date, elle est moins visible. Ça ne veut pas dire qu'elle est moins efficace, mais elle est vraiment presque entièrement dédiée aux États-Unis. On met nos efforts à convaincre notre voisin américain de continuer dans les mêmes paramètres avec nous. Voici quel est le portrait des exportations au Québec. 6% seulement de nos exportations vont vers l'Europe. 1,7% seulement pour la France, 1% seulement vers les Royaumes-Unis. C'est nettement insuffisant. Et lorsque Donald Trump dit « America First » dans sa politique, ce qu'il dit en fait, c'est qu'il veut que l'économie américaine soit la plus autonome possible. Et il prend une orientation donc qui probablement à moyen-long terme, ce n'est pas qu'à court terme. Il veut réorienter les activités économiques dans la production interne des États-Unis et être moins dépendant des importations. Dans quel cas, on doit générer une réflexion sur comment on va
diversifier nos partenaires économiques parce qu'on est beaucoup trop dépendants, et comment on va en profiter pour nous-mêmes avoir une réflexion sur comment, au lieu d'être une colonie comptoir d'exportation de nos ressources sans transformation et sans valeur ajoutée, comment nous, on va changer notre modèle économique pour s'enrichir et créer de la valeur. Sur le premier point, la diversification des partenaires, je comprends que Christine Fréchette est allée à Davos, là, mais ce dont on a besoin urgemment, c'est des équipes dans les pays clés pour nos secteurs stratégiques, incluant nos entreprises. Parce que les Européens, en ce moment, ont les mêmes réflexions que nous autres, voient bien que le cadre est en train de se transformer. C'est le temps d'avoir des équipes Québec fortes, complètes, qui vont dans les pays européens, mais aussi en Amérique latine, en Afrique, de manière à diversifier le plus rapidement possible nos partenaires. Et ça, je pense qu'on est un peu sur le tard. Mais il n'est pas jamais trop tard là, pour faire quelque chose de bon, mais je pense que ça devrait être ça, l'orientation en ce moment. Vendre davantage à la France, à l'Angleterre, l'Europe en entier, le Mexique, l'Afrique, au moins explorer les ententes dans le cadre de plaques tectoniques qui sont en train de bouger. Il faut également, et là c'est une proposition qui devrait au moins faire l'objet d'un comité de travail, il faut examiner comment on va mettre en place des incitatifs financiers qui favorisent les exportations. Et ça doit se faire dans le cadre de l'OMC, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, je ne pense pas que c'est la doctrine québécoise de poser des gestes illégaux, même si on commence à voir que les règles internationales sont de plus en plus fragiles. On pense qu'il y a des façons légales de simplement abolir l'imposition des nouvelles exportations, détaxer donc l'exploration de nouveaux marchés. Ça doit se faire envers tous les pays, incluant les États-Unis. Ça doit se faire suivant certains paramètres si on veut être conforme aux règles de l'OMC, mais devant un marché américain qui va être de plus en plus difficile pour nos entreprises, j'irais dans l'exploration de toutes les mesures légales qui permettent un incitatif aux exportations ailleurs dans le monde. La mesure va viser les États-Unis, mais vous comprendrez que si le protectionnisme américain est à son maximum, l'effet de la mesure sera surtout vis-à-vis des marchés comme l'Europe, l'Amérique latine, l'Afrique. Ça pourrait être sur 2 ans, donc on propose à tout le moins un comité de travail là-dessus, sur ce qui pourrait être fait, qui est légal, parce que l'idée évoquée par François Legault, à part le jus d'orange puis le Lightning de Tampa Bay, l'idée de subventionner nos entreprises, il faut comprendre qu'à moyen et long terme, ça ne tient pas la route du tout parce qu'on va se trouver à subventionner les recettes du gouvernement Trump. Le gouvernement Trump dit « Moi, je veux augmenter mes revenus en imposant des tarifs le plus possible. » Ce n'est pas un modèle de subventionner à long terme des entreprises qui n'auront plus de modèle d'affaires viable dans ce nouvel environnement. Donc, il faut travailler avec ces entreprises-là et dire « Nous, on est prêts à mettre des incitatifs là, pour qu'on diversifie nos partenaires. Explorons tous les moyens qui sont légaux, mais qui vous soutiennent dans cette volonté de diversifier le risque. » Et c'est une grave erreur qu'on a fait. Se rendre entièrement dépendant du marché américain. Et j'ajoute le deuxième élément, c'est que profitons de cette occasion pour se regarder dans le miroir, pas juste sur la frontière, mais également sur la nature de notre économie. À chaque décennie, il y a eu des économistes influents au Québec pour dire on a un problème de mauvais sort des ressources naturelles, ou le malaise hollandais. Là. Mais donc, le phénomène qui consiste à être une colonie comptoir, puis à vendre nos ressources parce que c'est simple, c'est facile, puis on ne se pose pas la question, est-ce qu'on serait capable d'innover, puis d'aller bâtir de l'expertise, un avantage concurrentiel sur des produits finis de 2e, 3e transformation. Ça fait des années qu'on dit ça au Québec. Là, c'est peut-être le moment de se remettre en question et de dire, ça suffit, on ne sera pas des vendeurs de ressources non transformées et le gouvernement du Québec va s'investir dans une transformation de notre économie pour créer de la valeur et un avantage concurrentiel autour de la présence de ressources, au lieu de vendre un peu bêtement ces ressources-là. Ce n'est pas qu'on est bête au Québec parce qu'on voit le même phénomène dans tous les pays dans le monde qui ont des ressources, c'est que c'est la voie la plus facile. Mais là, on n'a plus le luxe de la facilité. Donc, le Parti québécois propose également que le gouvernement mette en place tout de suite des tables de travail pour passer d'une économie de ressources, simplement, à une économie qui crée de la valeur et de l'innovation ici au Québec, à même ces ressources-là, à nouveau dans le but d'être moins dépendant de
de soubresauts importants comme ce qui se passe au sud de la frontière. J'aimerais mentionner quand même que j'avais fait cette sortie-là en 2020. Vous retrouverez un article qui parle de saine démondialisation. J'ai fait une partie de ma campagne là-dessus. Si vous allez dans le livre « Rebâtir le camp du oui », vous allez trouver toutes ces idées-là. Donc, j'aimerais mentionner que le Parti québécois prône ça depuis des années et qu'on n'est pas en réaction dans ce contexte-là à Donald Trump. Et c'est le moment d'avoir cette discussion-là et de dire, d'une certaine manière, faisons du judo. On a une situation difficile, mais ça peut être le moment où on se donne la mission au Québec de créer de la valeur, créer de la richesse et se faire confiance. Et en ce sens-là, ça fait au moins 2 propositions. En 2023, 73% de nos biens exportés sont allés aux États-Unis. Ce n'est plus une option si on a à cœur la santé de nos entreprises. Donc, ce sont les propositions sur lesquelles on a travaillé et on va continuer à travailler dans ce sens-là pour le bien de nos entreprises au Québec.